Bonjour et bienvenue à notre série sur la santé. Cela fait un petit moment qu'on se retrouve autour de ces programmes et je dois vous remercier pour votre fidélité. J'espère que vous allez au mieux de votre forme et que le Dieu créateur de toutes choses vous garde en bonne santé. J'espère aussi que vous avez, avec le temps, pu faire de petits efforts en comptant sur sa force pour vous aider à améliorer votre santé. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, tu es au mieux de ta force? Par la grâce de Dieu. Bon, je suis au mieux de ma forme par la grâce de Dieu. Très L'Éternel nous tient en vie et il s'assure de notre bonne santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène du corps en rapport avec une bonne santé. Le texte de référence, car on prend toujours un texte de référence dans la parole de Dieu, le texte de référence se trouve dans 3 Jean et le verset 2. 3 Jean 1, chapitre 1 et le verset 2. Il nous est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, on ne le réalise pas toujours, bien sûr, mais il y a un lien étroit entre la propreté du corps et le maintien du bien-être. De nos jours, on dira que plus personne n'est sale sur lui-même et qu'avec tous les moyens modernes dont on dispose et les produits de beauté qui existent, plus personne n'est sans hygiène. La propreté a toujours fait partie des recommandations du Dieu créateur et nous avons pour preuve des conseils donnés dans le livre du Lévitique et du Deutéronome à ce sujet. Alors c'est vrai qu'on dit que la propreté, tout le monde se lave, normalement tout le monde est à peu près plus ou moins propre. Et là je dis bien à peu près plus ou moins propre parce que malheureusement encore au 21e siècle, en 2017 où on est à aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont moyennement propres, voire pas propres du tout, ou qui n'ont parfois même pas les moyens de se laver correctement ou d'être propre sur soi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la propreté fait partie du plan de Dieu. Les règles de propreté de l'époque de la Bible, de l'époque du Deutéronome, de l'époque où Dieu avait donné des instructions dans le Lévitique et dans le Deutéronome, les liens de propreté étaient aussi des règles de survie. Des règles de survie, car la maladie pouvait sévir et parfois avec des conséquences catastrophiques, comme les épidémies, par exemple, qui causaient la mort de plusieurs personnes. Alors, nous voyons qu'à déjà à l'époque, l'hygiène corporelle était super nécessaire, je dirais même vitale, parce qu'il suffirait de quelques bactéries qui passent par là, ou des virus. Aujourd'hui, on connaît le problème des virus avec la H1N1, par exemple, avec le virus de la grippe porcine, par exemple, les choses comme ça. Nous voyons que dans ces cas-là, comment la propreté est de rigueur, la propreté est d'usage. On dit, il faut vous laver les mains, lavez-vous les mains, faites attention lorsque vous vous mouchez. Moi, je viens d'un pays où on disait, il faut se moucher dans la manche, dans sa manche et pas dans ses mains. Comme ça, si on serre la main à quelqu'un, on ne lui passe pas son virus. Par contre, les vêtements ne devraient pas être très propres parce que quand je me suis mouchée 5 fois dans la manche de mon pullover ou de mon manteau, eh bien là où je viens, les personnes se mouchaient des petits comme des grands. Depuis tout petit, on apprend à l'enfant, il faut se moucher dans sa manche et il ne faut pas se moucher dans sa main ou dans un mouchoir parce que cela peut être diffusé, on peut faire circuler les microbes comme ça. Alors au Moyen-Âge également, beaucoup de décès étaient directement liés à un manque d'hygiène, tant corporel et aussi dans l'environnement proche. Aujourd'hui et depuis longtemps déjà, des moyens sont mis en place pour s'assurer de la bonne hygiène des malades, notamment et aussi de manière préventive. Alors la bonne hygiène des malades, on sait que dans les hôpitaux, l'hygiène est de rigueur et c'est vraiment l'une des choses les plus importantes parce on développe des moyens incroyables, on met l'argent sur la table pour pouvoir s'assurer qu'un malade qui rentre avec une maladie ne ressort pas avec une autre. On voit souvent, parfois, il y a des épidémies de maladies qu'on attrape dans les hôpitaux. Je ne me rappelle pas de tous les noms, mais il y a, notamment en France, il y a ça parfois. On déploie des moyens incroyables pour s'assurer qu'un malade qui est venu et puis qui avec une maladie ne repart pas avec une autre ou des plusieurs maladies ou ne meurt pas dans un hôpital où il y a justement forcément plusieurs microbes qui circulent. Donc nous voyons que la propreté du corps est vraiment très importante. Et aussi de manière préventive également, parce que cela peut prévenir les maladies. On peut très bien attraper quelque chose parce qu'on n'a pas été propre, on ne s'est pas lavé les mains ou quelque chose s'est infiltré sous les ongles par exemple. Celui qui prend l'habitude d'avoir les ongles sales et à qui ça ne gêne pas, ça ne dérange pas, il peut avoir touché quelque chose, un microbe peut rentrer sous son ongle et puis envahir tout le corps comme ça. Les oreilles par exemple,
exemple, doivent être propres, les yeux, le coin des yeux, partout où la peau fait des replis, des choses comme ça, ce sont des endroits qui doivent être propres, le dessous, les aisselles, etc. Je passe tous les détails, je ne vais pas vous détailler tout le corps, mais principalement à des petits endroits où la peau est pliée, par exemple, un angle recouvre cette surface-là, où des cheveux sont incurvés ou encastrés quelque part dans la peau ou quelque part, ces endroits-là, plus que tout, et les diabétiques, justement, je vais revenir un peu sur les diabétiques, connaissent cela. Les médecins insistent pour que les ongles soient propres, pour que les pieds soient lavés, etc., pour que ça ne fasse pas de plaies, parce qu'on voit qu'il y a certains diabétiques qui sont à haut niveau, les plaies ne guérissent pas. Alors, on a du mal à guérir les plaies, donc on fait tout pour ne pas attraper une plaie. Ou si on s'est coupé, on fait attention que ça soit vraiment bien désinfecté pour ne pas tomber malade et ne pas aggraver la maladie qui est le diabète. Alors, on connaît la plupart des gestes quotidiens, je viens d'en citer quelques-uns en prenant des exemples, mais on connaît la plupart des gestes quotidiens à faire pour rester propre et maintenir un cadre de vie agréable. Comme se laver au moins une fois par jour, au moins une fois. Je ne dis pas se laver seulement une fois, je dis se laver au moins une fois par jour, voire 2 fois, voire 3 fois pour certaines personnes, en fonction de où on habite, en fonction de quel est l'environnement qu'on affronte tous les jours. Il y a des personnes qui sortent, qui sont dans certains pays où il fait très très chaud, par exemple, où il y a du sable qui se soulève, par exemple, il y a de forts vents, un vent chaud, un vent qui vient, par exemple, les personnes qui sont limitrophes du désert, par exemple, de certains déserts, nous voyons que ces personnes-là ont en permanence du sable qui sont sur eux en permanence. Chaque fois qu'on est dehors, on prend des tonnes de sable parce qu'il y a le vent qui circule. Il y a la chaleur qui est là aussi. Ce sont des personnes qui se couvrent beaucoup pour limiter les effets du soleil sur la peau. Alors, qui dit se couvrir beaucoup, dit qu'il y a une sudation qui se fait et qu'il y a beaucoup de transpiration, par exemple. Donc, là, quand je dis on connaît les règles d'usage, se laver au moins une fois, voire 2, voire 3, voire 4 fois. Il y a des gens qui se lavent toute la journée parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que plus on se lave, plus on se salit, bien sûr. Alors, bien sûr, se brosser les dents 2 à 3 fois par jour, et je pense que Cindy en parlera tout à l'heure dans son développement, se brosser au moins les dents. Je parlais tout à l'heure de petits endroits, de petits recoins, là où les choses restent cachées. Les dents, c'est un exemple c'est vraiment l'un des meilleurs exemples de cela, parce que ce sont ce ne sont pas des organes, ce sont des éléments du corps, de la bouche, qui sont vraiment très rapprochés les uns des autres, et des choses peuvent rester à l'intérieur et procurer une infection ou des choses comme ça et de la maladie. Alors, se brosser les dents, se nettoyer sa maison, le lieu où on habite, s'assurer qu'il n'y a pas d'acariens, par exemple, tout bête, d'acariens dans son oreiller où on pose la tête toutes les nuits pour dormir, une couverture que j'ai mise, par exemple, sur mon lit, avec laquelle je me recouvre toutes les nuits, quand ça fait déjà un certain nombre de jours ou de mois ou de semaines, voire des mois parfois, il faut faire quelque chose, secouer le drap, l'enlever, le laver, faire quelque chose, s'assurer qu'il n'y ait pas d'acariens, qui ces petits acariens qui aiment bien manger tout ce qui est humainement, tout ce qui fait partie de l'humain, peut s'infiltrer dans les pores, dans la peau, etc., pour créer des maladies. Alors, on va aussi nettoyer le lieu où on habite, porter des vêtements propres, se changer au moins 1 ou 2 fois ou 3 fois par jour, etc., en fonction de son métier, de son travail, de son activité, etc. Alors maintenant, j'ai parlé beaucoup, j'ai donné beaucoup d'exemples. Je suppose que Cindy, elle a un plan et un projet pour nous, elle a un programme détaillé par rapport à cela. Nous allons voir le lien qui existe, s'il existe toujours un lien entre la maladie et l'hygiène de vie. Alors, Cindy, tout un programme, n'est-ce pas, l'hygiène de vie? Comment peut-on encore aujourd'hui être négligé, voire sans hygiène du tout? Comment est-ce possible? Eh bien oui, c'est encore possible aujourd'hui d'être sale, d'être négligé, comme tu dis, sans hygiène. On prend pour acquis que nous vivons dans une société évoluée et développée, surtout en matière d'hygiène. On prend pour exemple le recul des maladies avec la découverte des microbes et des vaccins, avec la pasteurisation, la stérilisation, tout ça. Alors c'est vrai que la médecine moderne a fait de grandes découvertes au niveau de l'hygiène, et d'ailleurs, il n'en demeure pas moins que l'hygiène, même si c'est vrai que la médecine a fait de grandes découvertes, l'hygiène reste quand même une affaire personnelle. Premièrement, personnelle. Tout le monde n'est pas propre. Tout le monde ne se lave pas, et tout le monde ne se lave pas partout. Donc mes critères d'hygiène à moi ne sont pas ceux du voisin, voilà. Et d'une personne à l'autre, eh bien, ça peut varier grandement. Donc l'hygiène est définie en 4 points
par le dictionnaire, nous dit que c'est un ensemble des principes et des pratiques individuelles ou collectives visant à la conservation de la santé, au fonctionnement normal de l'organisme. On donne comme exemple avoir une bonne hygiène de vie, comme une hygiène alimentaire, on dit. Hygiène alimentaire, ça veut dire qu'on mange correctement. Voilà, un ensemble également, l'hygiène, c'est un ensemble des soins apportés au corps pour le maintenir en état de propreté. Par exemple, l'hygiène du cuir chevelu, ça va être s'assurer d'avoir un cuir chevelu propre et sain. On nous dit également c'est la qualité de quelqu'un qui respecte les principes visant à conserver la santé et la propreté. Quand on dit à quelqu'un tu n'as aucune hygiène, ça veut dire que tu ne conserves pas la propreté. Et enfin, c'est un ensemble des conditions sanitaires des lieux publics et des lieux de travail. Donc nous voyons donc que l'hygiène revêt plusieurs aspects et que c'est premièrement maintenir la propreté. La propreté elle-même, c'est l'absence de saleté, l'absence de choses qui souillent, de choses impures ou de choses dégoûtantes. Donc pouvons-nous dire qu'il existe des choses impures et dégoûtantes souillées aujourd'hui ? Oh. Oui, je le crois. Donc oui, il est encore possible de parler de manque d'hygiène aujourd'hui, et que ce soit pour nous, sur les personnes, ou bien dans les lieux qui nous entourent, oui, il existe bien un manque d'hygiène. Ah oui, tout à fait. Malheureusement, ça existe encore. Alors, en quoi être propre contribue à prévenir la maladie? Eh bien, avoir une bonne hygiène de vie veut dire respecter le corps et son fonctionnement. Ça veut dire qu'on ne va pas introduire des organismes nuisibles tels que des bactéries ou des microbes qui empêcheraient de garder une bonne santé. Donc concrètement, c'est simple. Ça veut dire se laver les mains en rentrant à la maison afin que les microbes du dehors ne rentrent pas dans la maison. Ça veut dire utiliser un mouchoir pour se moucher au lieu de s'essuyer avec ses mains. Ça veut dire également se laver les mains avant de manger afin de ne pas surtout introduire des bactéries ou des microbes dans la bouche, des bactéries qu'on aurait pu contracter partout. Ça veut également dire se laver les mains en sortant des toilettes afin de ne pas répandre des saletés ailleurs. Donc ce sont des petites règles qui nous paraissent logiques, mais bon nombre de personnes ne les respectent pas. Et cela est juste un résumé rapide, mais il en existe bien d'autres. Et on utilise tout cela pour maintenir notre propre santé et également celle des autres. Notre hygiène joue un grand rôle dans la prévention des maladies telles que les rhumes, les gastro-entérites ou les autres infections qui sont contagieuses. N'hésitons pas à apprendre ces règles simples à nos enfants et à les pratiquer systématiquement pour nous-mêmes, comme ça on évite bien des petits déboires. Très bien. Alors, les moyens d'hygiène sont-ils les mêmes dans tous les pays du monde? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un pays qui dit à ses ressortissants mouchez-vous dans la manche plutôt que dans les mains pour ne pas transmettre. Et donc, au moins, ce que vous avez lâché dans la manche reste sur vous puisque c'est à vous. Et donc, après, quitte à vous de vous laver les vêtements. Est-ce que les moyens d'hygiène sont les mêmes dans tous les pays du monde? Alors, s'il est vrai que nous pouvons, dans nos pays développés, comme on dit, avoir accès à de l'eau courante pour se laver les mains, chaque fois que j'ai besoin d'aller me laver les mains, je vais dans le robinet, j'ouvre, je me lave les mains, c'est pas le cas de tout le monde. Dans certains pays, l'accès à l'eau est limité, très difficile, des fois même inexistant. Et quand je parle d'accès à l'eau, je parle d'eau potable, de l'eau que l'on peut boire. Dans certaines régions en développement, la seule eau qui est disponible n'est pas potable et elle apporte elle-même de nombreux microbes, parfois porteurs de maladies graves, comme le choléra ou bien l'Ebola, etc. Mais sans parler de l'eau, d'autres pays ne suivent pas du tout les mêmes règles d'hygiène que nos pays développés en ce qui concerne par exemple la manipulation des aliments, le stockage, l'évacuation des déchets, etc. C'est ainsi qu'on retrouve parfois des personnes qui vivent ou travaillent dans ce que nous considérions comme des décharges à ciel ouvert. Parfois, on voit des petits-enfants qui courent et c'est leur lieu de travail. Et pour nous, ce sont des décharges publiques. C'est ainsi que se répandent donc les épidémies dans ces pays, mais parfois aussi dans les nôtres, car nous consommons parfois de la nourriture en provenance de ces régions où les règles d'hygiène ne sont pas aussi strictes que chez nous. Donc nous ne pouvons pas incriminer ces pays car c'est souvent la précarité qui cause de pauvres conditions d'hygiène et ceux qui vivent dans ces conditions sont les premières victimes de cette situation. En revanche, nous pouvons les aider dans la mise en place de systèmes d'acheminement d'eau potable, par exemple, ou en participant aux démarches d'enseignement des populations sur les règles basiques d'hygiène. De nombreuses associations humanitaires sont sur le terrain. Elles travaillent de près pour pouvoir aider donc ces populations à améliorer la situation de ces pays-là. Très bien, c'est très très important parce que ce n'est pas seulement que l'affaire des politiques, parfois nous voyons des associations, nous voyons des personnes, même individuelles, des personnes qui ont les moyens, qui s'engagent
à aider ces autres pays-là, ou à aider les ressortissants de ces pays. Et toutes ces petites actions-là, ce sont de très bonnes actions qui aident les autres à pouvoir s'en sortir pour ne pas tomber malade et même voir mourir, parce que ces personnes-là qui n'ont pas de moyens d'hygiène suffisants peuvent mourir de maladies graves. Alors, à part les règles de base, que j'avais citées tout à l'heure, se laver corporellement, etc., que veut dire garder une bonne hygiène au regard de la santé? Eh bien, c'est un ensemble des principes et des pratiques individuelles ou collectives, c'est là que je reprends la définition du dictionnaire, un ensemble des principes, des pratiques individuelles ou collectives visant à la conservation de la santé, c'est ce que nous dit la définition. Donc cela comprend donc les lois de la santé dont nous parlions au début de notre série. Rappelons-les, ces lois de la santé. Le soleil, l'air, la nourriture, la tempérance, l'eau, la foi, l'exercice physique et le repos. Ces principes peuvent nous aider à garder une bonne hygiène de vie, comme on dit. Donc le soleil, cela veut dire prendre le soleil, faire le plein de vitamine D. Le soleil a également une action sur le moral. On remarque que quand on y fait beau, on est de bonne humeur. Il nous aide à maintenir cette bonne humeur. Remarquons aussi que les rayons du soleil sont bénéfiques sur les tissus. C'est pourquoi à une époque, les personnes qui le pouvaient étendaient leur linge dehors afin de redonner au blanc toutes ses couleurs et d'assainir le linge. Donc le soleil a également un effet bénéfique pour l'hygiène. L'air est probablement l'un des meilleurs amis de l'hygiène. En effet, aérer sa maison est la première des marches pour commencer à la nettoyer. C'est la meilleure méthode pour se débarrasser des poussières et des autres microbes qui stagnent dans l'air confiné de nos intérieurs. L'air est également essentiel au corps et à l'esprit. Vous souffrez de maux de tête? Ouvrez les fenêtres. Allez faire un tour dehors pour oxygéner les poumons et votre morale s'en trouvera beaucoup mieux. Certaines petites maladies, vous verrez, même s'envoleront toutes seules. La nourriture. Même dans ce domaine, il est possible de maintenir une bonne hygiène en respectant la quantité, mais aussi la qualité. Les règles de conservation sont à respecter afin de consommer des aliments frais qui apporteront au corps tout ce qui est bon, des nutriments, etc. Mangeons donc en quantité suffisante de tout ce qui est bon et laissons hors du corps tout ce qui est nuisible. Nous éviterons ainsi des maladies désagréables comme l'indigestion ou les maux de tête ou d'intestin. Je dis ça pour nous tous, parce que moi-même, mon intestin, parfois j'ai mal au ventre parce que justement, on ne fait pas attention à ce qu'on mange. La tempérance, cela va de pair avec la nourriture et le repos et ça contribue aussi à avoir une bonne hygiène de vie. Rappelons-nous qu'excès en tout nuit. Voilà, exactement. L'eau, c'est le meilleur ami de l'hygiène. L'eau, le meilleur ami de l'hygiène. Nous ne pouvons mesurer l'importance de l'eau pour nettoyer et purifier. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps à la maison. L'eau, c'est l'allié par excellence de l'hygiène. Utilisons-le autant que nous pouvons. Tant que nous avons l'occasion et l'opportunité, utilisons de l'eau. La foi nous aide à conserver un esprit sain. Mais en quoi ça a un rapport avec l'hygiène, me direz-vous? Eh bien, sachez que notre état moral joue grandement sur notre désir de propreté. Il n'est pas rare de voir une personne en dépression passer des jours sans se laver et dont la maison est dans un état de saleté déplorable. Et tout cela car moralement, cela ne va pas. C'est comme un dégoût général. Eh bien, la foi en notre Dieu créateur peut nous aider à nous décharger sur lui de tous nos soucis et de prendre en échange sa paix. Ainsi, la joie et la paix retrouvées, nous aurons alors envie de faire le ménage, autant dans la maison que sur nous-mêmes. L'exercice physique, il contribue à l'élimination des toxines, des graisses et il sert également à nous redonner de l'énergie. Donc l'exercice est également essentiel pour avoir une bonne hygiène de vie. Et le repos, enfin, comme l'exercice, le repos nous aide également à éliminer les toxines. De plus, il nous permet de faire le plein d'énergie pour redémarrer nos activités. Donc, il est essentiel à la santé et il contribue aussi à avoir une bonne hygiène de vie. Très bien. Alors, quels sont les risques liés à une mauvaise hygiène? Alors, nous pouvons avoir des infections des yeux, qui ne s'est jamais gratté les yeux avec les yeux rouges, etc. Les infections des yeux peuvent être évitées si on ne se touche pas les yeux avec des mains sales, par exemple, si on se lave régulièrement les yeux avec de l'eau propre. Les yeux sont infectés lorsqu'ils deviennent rouges, ça se voit tout de suite, ils brûlent et on a l'impression qu'ils sont pleins de sable, on a l'impression qu'on a sans cesse quelque chose dans l'œil. Nous pouvons également attraper des infections de la peau, comme la gale, si nous ne gardons pas notre corps propre
nos cheveux et également nos vêtements. C'est une maladie très contagieuse qui est causée par des petits insectes qui se mettent sous la peau. Ils se propagent quand on touche la peau ou les habits de quelqu'un qui a la gale. C'est une maladie dont on n'entend plus vraiment parler, mais qui existe toujours et qui est due donc au manque d'hygiène. Une odeur corporelle. Alors ça, on a du mal à en parler. Hein. L'odeur corporelle, une des premières conséquences de la mauvaise hygiène, et la plus importante, c'est l'odeur corporelle qu'on dégage. Comme les bactéries se développent dans la sueur non lavée au fil du temps, leurs sous-produits produisent une odeur communément associée à l'odeur corporelle. L'odeur corporelle peut également provenir de problèmes pour aller aux toilettes, par exemple des gens qui sont incontinents, et cela résulte donc dans des odeurs de fesses ou bien d'urine. Donc c'est vraiment incommodant pour la personne, mais également pour ceux qui l'entourent. Une mauvaise haleine, c'est également un problème qu'on peut avoir par manque d'hygiène. La mauvaise haleine s'avère être une autre conséquence qui est facilement reconnaissable de la mauvaise hygiène. Elle se développe généralement quand on ne se brosse pas les dents régulièrement. La mauvaise haleine est due à 2 raisons principales. Tout d'abord, les bactéries se développent à partir des particules de nourriture qui s'accrochent à vos dents. C'est ce que disait maman tout à l'heure. Quand les bactéries digèrent ces aliments, leurs déjections se traduisent par une mauvaise odeur. Donc, elles vont manger les aliments qui sont dans votre bouche et vont faire des déjections et ça va faire une mauvaise odeur. Les aliments peuvent aussi se coincer dans vos dents et de la pourriture se forme au fil du temps, produisant une odeur nauséabonde. Et des caries, bien sûr. C'est ce que nous confirme donc l'American Dental Association. Nous pouvons également avoir des maladies dentaires. Non seulement le manque d'hygiène dentaire peut conduire à la mauvaise haleine, mais il peut aussi conduire à des maladies des dents. Comme vous permettez à des particules d'aliments de s'accumuler sur les dents, une couche se forme, elle est appelée une plaque qui commence à donc se poser sur les dents. Les bactéries dans la plaque produisent une sorte d'acide qui décompose l'émail de vos dents, d'où les caries dont on vient de parler. Si ce processus se poursuit au fil du temps, une substance dure peut se former sur les dents et irriter la gencive environnante. Et cette irritation peut provoquer une gingivite, conduisant à une inflammation des gencives qui peut plus tard conduire à des maladies de gencives et provoquer une infection, puis finalement détruire vos dents. Et bien sûr, de nombreuses autres maladies infectieuses ont pour cause donc une mauvaise hygiène corporelle. Alors, on a parlé d'odeur corporelle, on a parlé de mauvaise haleine. Chers amis, ne masquez pas vos odeurs parce que avoir une bonne hygiène, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour ne pas incommoder le voisin, pas seulement. C'est bien aussi d'être gentil avec le voisin, de ne pas l'incommoder. Mais celui qui ne prend pas soin de lui-même et qui ne fait que masquer par des produits, il y a de très très bons produits qui existent, qui sont faits pour masquer les odeurs et donner une apparence de propreté. Éloignez-vous de ces produits-là. Lavez-vous pour vous-même, pour ne pas être malade déjà vous-même. Parce que si vous masquez l'odeur, ça veut dire que le problème est là. Le problème est toujours là et ça va vous procurer une maladie. L'odeur est masquée, vous avez l'air propre, tout le monde sent, vous êtes à côté des gens, vous sentez bon, mais les bactéries qui sont là et vous procurera une maladie de toute façon. Donc, il vaut mieux être propre, vraiment propre, quitte à rajouter une petite odeur supplémentaire pour parfaire le travail. On fait ça aussi, on aime bien les parfums, on aime bien les déodorants qui sont bons, tout ça. Pourquoi pas, il n'y a rien de mal à ça. Mais assurez-vous d'abord d'être propre, d'avoir une bonne hygiène en premier pour vous assurer une bonne santé. Ensuite, vous allez chercher à sentir bon pour épater le voisin. Le voisin, il sera toujours content. Vous sentez bon, madame? Oui, c'est vrai, mais je ne fais pas que sentir bon, je suis aussi propre. Et cela va me procurer une bonne santé. Et non seulement je vais dégager une bonne odeur, mais je vais dégager une bonne santé, une hygiène de vie. Alors Cindy, j'ai encore des questions pour toi. Quelles sont les mesures à adopter à la maison et au travail? Eh bien, les gestes qui sont tout simples, que l'on peut faire tous les jours, qui peuvent nous aider donc à conserver une bonne hygiène. À la maison, par exemple, on l'a dit, se laver les mains régulièrement en sortant des toilettes, avant de manger, etc. Faire le ménage complet au moins une fois par semaine. Aérer tous les jours, aérer la maison, les pièces de la maison, les chambres notamment où on dort. Ouvrez les fenêtres, faites entrer l'air, faites des courants d'air comme on aime à dire. Nettoyer derrière les meubles, car là peuvent se loger des bactéries nuisibles. Changer la literie régulièrement, et quand je dis literie, je parle des draps, je parle des têtes d'oreiller, son pyjama, sa serviette, enfin tout ce qui est literie vraiment personnelle. Et je suppose même les oreillers, il faut changer de temps en temps. Quand vous avez un oreiller qui a déjà 6 mois, 8 mois, 1 an, pensez à le renouveler, acheter un autre et jeter
respecter celui-là. Parce que même si vous êtes habitué, ça devient un peu comme un doudou. Un doudou, j'aime beaucoup mon oreiller, je suis habituée avec. Il est peut-être rempli de bactéries, il est peut-être rempli d'acariens, parce que ces petits animaux, on ne les sent pas toujours. Non. Et parfois, ils se logent dans ce genre de choses et ils procurent aussi la maladie. Exactement. Donc, changez régulièrement votre literie. Changeons régulièrement notre literie. Voilà, prendre soin de son corps, se laver tous les jours, se laver les cheveux, se nettoyer les ongles, comme on l'a dit, etc. Au travail, se laver les mains en arrivant, nettoyer son poste de travail. On ne peut pas imaginer le nombre de bactéries qu'il y a dans un clavier, dans une souris, dans un écran, dans le téléphone. C'est incroyable. Je peux en témoigner. Exactement. Clavier Il suffit de prendre votre clavier et de le retourner et vous verrez le nombre de choses qui sortent de votre clavier. Donc, le nettoyer régulièrement. Il existe des petites bombes ou simplement une lingette, mais nettoyez-le régulièrement. Se laver les mains en allant aux toilettes, ou en revenant des toilettes plutôt. Utiliser des mouchoirs si nous sommes malades et éviter de serrer les mains en cas de maladie, etc. Donc, bien sûr, ces conseils sont à adapter en fonction de la situation de chacun. Oui, tout à fait, parce que lorsqu'on doit interagir, j'ai parlé du lieu du travail tout à l'heure avec des collègues, certaines personnes sont propres, d'autres ne sont pas propres. J'ai vu plusieurs fois des personnes se laver les mains avant d'aller aux toilettes, mais pas en sortant. Ils se lavent juste les mains avant, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est toujours le même type de personnes d'ailleurs qui faisaient cela. Et je me dis, oh, donc quelque part, on partage un lieu public, on touche des poignées de porte, voilà, celui qui est sorti, qui n'a pas se laver ses mains. Il faut faire très attention à ce genre de choses. N'hésitez pas à communiquer également sans juger. Ne jugez pas les gens, ne jugez pas la personne, et ne faites pas comme une paranoïa de la maladie. Ah, tu t'es pas lavé les mains, ne touche pas. Non, c'est pas du tout cela. Mais communiquez, parlez, expliquez aux gens, expliquez-leur, bon, cela peut ne pas vous être avantageux de ne pas vous laver les mains par exemple, et ça peut se diffuser et puis d'apporter des maladies à d'autres personnes. Alors encouragez avec des conseils de respect, respecter les gens, respecter leur façon d'être, leur façon de faire, mais simplement donner une information, simplement donner un conseil ou quelque chose, montrer l'exemple, etc., pour pouvoir arrêter, stopper net peut-être dans un lieu public des choses qui se propagent. Alors, dans une société, c'est une vie telle que la nôtre aujourd'hui, on a le risque d'être contaminé par le manque d'hygiène des autres, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ouais. Alors, comment faire? Dans la vie de tous les jours, on n'aime pas trop être contaminé par les autres. On n'aime jamais être contaminé par les autres. Par exemple, quand une personne tousse ou éternue dans le bus ou dans un endroit public, elle fait souvent les frais de regard désapprobateurs de la part des autres. On veut s'assurer de ne pas attraper de microbes. Alors, on tient à peine les barres dans les trains, et je sais de quoi je parle. On s'éloigne de ceux qui toussent, on s'assure de celui qui fait notre sandwich, on s'assure de la personne qui fait notre sandwich. On s'assure qu'elle ait mis des gants et qu'elle ait peut-être une charlotte sur la tête, etc. Bref, on veut être sûr que tout le monde respecte bien les règles d'hygiène communes afin d'éviter les maladies infectieuses. Donc dans certains pays, et de plus en plus dans le nôtre, il n'est pas rare de voir certaines personnes qui portent des masques. Vous avez déjà vu ça sûrement. Il y a également des gels pour se désinfecter les mains. Et dans les hôpitaux d'ailleurs, on utilise beaucoup ce genre de gel. Car en effet, il est possible d'être contaminé par le manque d'hygiène des autres. De nombreuses maladies s'attrapent par le simple contact des mains ou de la salive. Pour certaines même, on n'a même pas besoin de se toucher. Un simple éternuement peut nous faire attraper un rhume. Nous sommes donc tous responsables et nous devons être vigilants afin de ne pas contaminer les autres et de rester loin des microbes. À plus grande échelle, on retrouve des contaminations également dans l'alimentation, car les règles d'hygiène, nous l'avons dit, sont différentes d'un pays à l'autre. Ainsi, il peut arriver que des microbes se retrouvent dans nos aliments, d'où l'importance de respecter la chaîne du froid et les temps de cuisson pour les produits sensibles tels que la viande, le poisson ou les autres produits qui sont dérivés. Mais ceux qui mangent des légumes ne sont pas à l'abri non plus. Donc voilà pourquoi il faut toujours bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer pour nous éviter donc bien des problèmes. Très bien. Alors, on entend souvent parler d'épidémies de grippe, de gastro-entérite et d'autres choses comme cela. Et on voit parfois des personnes porter des masques, comme tu disais tout à l'heure, par exemple. Les mesures d'hygiène collective sont-elles suffisantes dans ces cas-là? Parce que tu viens de les mentionner tout à l'heure, certaines personnes portent des masques, d'autres se lavent les mains. Est-ce que c'est suffisant quand il y a une grippe, par exemple, comme la H1N1, quand il y a des maladies vraiment, comme on dit, des pandémies ou des épidémies à grande échelle? Est-ce que ces simples mesures-là sont suffisantes?
Je pense que les mesures d'hygiène, quand elles sont respectées correctement, peuvent nous aider à passer à côté de nombreuses maladies infectieuses. Ça comprend donc bien sûr se laver les mains après un passage aux toilettes, avant chaque repas et en rentrant à la maison. Mais c'est aussi la précaution dans nos salutations. Nous, en tant que Français, on aime bien se faire la bise ou bien se serrer la main. Or, lorsque nous sommes malades, il est bon de s'en abstenir afin de ne pas contaminer les autres, même notre famille. Comme nous le disions, les hôpitaux exigent que nous nous lavions les mains quand on rentre et aussi quand on part, car ainsi on évite de transmettre nos virus aux patients ou bien d'attraper les leurs. Donc prendre quelques jours de congé peut également éviter de contaminer les collègues au lieu de travail. On est malade, on reste à la maison. Bien sûr, on peut également choisir de porter un masque, mais le fait d'éviter les contacts peut nous aider à nous sentir mieux nous-mêmes et à éviter de répandre la maladie. Donc si ces règles sont respectées correctement, alors on ne devrait pas tomber malade souvent et on pourrait donc éviter ce genre de pandémie, d'épidémie. Donc il est vrai que chaque année on constate une recrudescence des maladies infectieuses et en général c'est toujours à la même période. La grippe, la gastroentérite, etc. Ça peut vouloir dire que tous ne respectent pas toujours ces règles. On ne peut pas être bien sûr derrière chaque personne, mais on peut soi-même faire les efforts qu'il faut et maintenir donc une bonne hygiène. Certaines personnes ayant une bonne hygiène sont quand même victimes de ces maladies, me direz-vous. Et c'est vrai que l'hygiène n'est pas la seule cause de ces infections, mais elle contribue grandement à ne pas les répandre, voire à stopper les épidémies. On l'a vu récemment, il y a peut-être 1 an ou 2 ans peut-être, avec l'épidémie d'Ebola en Afrique, on a vu que les personnes portaient vraiment des scaphandres, on va dire, des combinaisons totales, et ça a aidé beaucoup à ne pas contracter la maladie. En fait, donc on peut dire globalement que des grandes mesures sont prises et des règles d'hygiène sont prises suffisamment. Cela rassure nos amis qui nous écoutent, parce que quelque part, en haut lieu, au niveau des gouvernements, des politiques, etc., des hôpitaux, les choses sont mises en place, mais quitte à nous de les respecter au moment où il y a un couvre-feu, on va dire entre guillemets, au niveau de la santé, parce qu'il y a un grand virus qui circule, pour prendre ces mesures-là, écouter quelles sont les mesures que donnent les gouvernements, et puis les suivre à la lettre pour pouvoir s'en sortir soi-même et sa famille aussi, et éviter, réduire le nombre de victimes de ces maladies-là. Alors, les parents sont souvent soucieux des germes et des microbes que peuvent transporter leurs enfants. Existe-t-il des méthodes efficaces pour protéger les enfants? Parce que nous savons que les enfants, souvent, nous on parle d'adultes, on leur demande d'écouter les consignes, de faire attention, de se laver les mains. C'est facile quand on est un adulte de se dire, oh là, je ne vais pas attraper la maladie. Mais un enfant qui a 7 ans et puis qui joue dans une cour de récréation, on a beau lui dire, fais attention parce que tu es malade ou que ton ami est malade. Est-ce qu'il y a d'autres moyens plus efficaces, des méthodes vraiment qui marchent pour qu'un enfant ne diffuse pas son microbe à quelqu'un? Je tiens à préciser en répondant à cette question que j'aime beaucoup les enfants. Je travaille avec les enfants et j'aime beaucoup les enfants. C'est une grande question. Il est vrai qu'on entend parfois que les enfants sont les nids à microbes. Non pas qu'ils soient pleins de microbes eux-mêmes, mais parce qu'ils partagent tout et n'ont encore pas la conscience de l'importance de l'hygiène. Chaque année, les écoles sont le théâtre d'épidémies de rhume, de grippe, gastroentérite, rougeole, varicelle, oreillons et j'en passe. Les enfants partagent tout. Ils se touchent quand ils jouent, ils lèchent les stylos et les crayons, ils posent leurs doigts partout, ils s'essuient avec leurs mains, ils font des bisous, bref, ils ne s'inquiètent pas du tout des microbes. Voilà pourquoi il est important de les éduquer dans ce domaine, en leur expliquant que ce sont les microbes, enfin, qu'est-ce que c'est que les microbes et pourquoi c'est important de toujours se laver les mains. Alors bien sûr, il va peut-être falloir le répéter plusieurs fois, mais un jour, ils comprendront et se souviendront des règles d'hygiène qu'ils ont apprises étant petits. Donc certains parents, voulant protéger leurs enfants, lavent tout derrière eux. Ils veulent que tout soit très propre. C'est une bonne intention, mais ce n'est pas forcément leur faire du bien non plus. Car en effet, nous avons tous besoin d'un peu de saleté, et je perds mes mots. On a tous besoin d'un peu de saleté. On parle d'hygiène, c'est vrai. C'est une émission sur l'hygiène, bien sûr. J'aime dire qu'il faut être propre, etc. Mais on a tous besoin d'un petit peu de saleté. Notre système immunitaire se fortifie face à la saleté. Il apprend à se battre et à former des anticorps. Voilà pourquoi les enfants ne meurent pas des petites infections du quotidien. Au contraire, ils deviennent plus résistants. N'essayons donc pas de tout aseptiser, car parfois cela peut créer des problèmes encore pires. Le corps n'ayant pas l'habitude de se défendre devient faible et il devient sensible au moindre virus qui passe et se développe beaucoup d'allergies à cause de cela, parce que justement on nettoie tout est toujours très propre, le corps n'a pas l'habitude de se battre contre les virus. Donc si cela peut rassurer certains parents,
Ne vous découragez pas si vos enfants sont un peu sales, mais continuez de leur enseigner les règles d'hygiène et en temps utile, ils s'en rappelleront. Alors attention de ne pas non plus tomber dans la paranoïa et de devenir maniaque. Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont maniaques de la propreté. Au moins le petit microbe ou la moindre petite chose passe en une lingette ou quelque chose soit. Et ce sont des personnes qui utilisent des produits nocifs, des produits comme bon, je ne veux pas faire de publicité ici, mais il y a des produits qui sont très très forts et qui sont faits exprès pour pouvoir enlever les microbes et nettoyer, insectiser, etc. Et ce sont des personnes qui font abus de ces produits-là en permanence parce qu'elles ne veulent pas avoir de saleté, etc. Ce sont des personnes maniaques. Je le sais, ça m'est déjà arrivé à plusieurs moments de ne pas supporter la saleté. Alors, oh là là là, il faut nettoyer. Il faut faire attention parce que ces produits-là, comme disait Cindy tout à l'heure, enlèvent vraiment tout, et enlèvent aussi les bonnes bactéries parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin de bonnes bactéries. Il y a des bactéries qui sont nocives, qui sont mauvaises, mais il y a des bactéries qui sont bonnes pour le corps et on a besoin de certaines bactéries. Et lorsqu'on y va à fond avec des produits qui vont lessiver tout et nettoyer tout en permanence et tous les jours et qu'on ne supporte pas de voir ne serait-ce qu'un brin de poussière, cela peut faire l'effet inverse et procurer d'autres sortes de maladies qui sont liées à ces produits nocifs. Alors, il faut faire très attention à ça, de ne pas tomber dans une extrême non plus et de devenir maniaque de la propreté. Exactement. Alors, que peut-on dire globalement maintenant sur l'hygiène de vie comme conclusion? Eh bien, on peut retenir donc, que l'hygiène est primordiale au maintien d'une bonne santé tant physique que morale. Vivre dans une maison propre, ça fait toute la différence. Si nous regardons autour de nous, nous voyons que Dieu n'a rien créé de brouillon. Tout est propre et bien défini, tout est en place, rien n'est désordonné. Être propre, c'est donc une qualité qu'il nous faut entretenir pour notre santé et pour notre vie. Il nous faut une hygiène de vie dans nos relations, dans nos mots, dans nos pensées, dans nos foyers, que la propreté fasse partie de notre caractère. Car cela fait partie du caractère de Dieu. Il nous est dit dans la Bible que Dieu créa l'homme à son image. Ainsi donc que notre hygiène de vie reflète le caractère de celui qui nous a créés. Quand Dieu donnait des instructions à son peuple, tout était ordonné dans les moindres détails. Il n'a donc pas un aspect de notre vie où Dieu ne veut intervenir. Même dans la propreté, il s'intéresse à nous et il veut nous donner des standards élevés. Sans devenir maniaque, comme disait maman, comme maniaque de la propreté, faisons de notre mieux pour nettoyer notre environnement de vie et nous en retirerons donc tous les bénéfices. Donc, et si nous avons du mal à nous motiver, alors demandons-lui à Dieu, à notre Créateur, de mettre en nous le désir de propreté et il le fera. Donc que Dieu nous aide à cela. Amen. Merci beaucoup Cindy à la réponse à ta question. Et puis bien sûr, que Dieu mette en nous ce désir-là, parce que c'est tellement plus agréable d'être propre, se coucher dans des draps propres qui sentent bon, à être coiffé, être joli, à voir, regarder, puis voir que tout est clair, tout est propre, c'est tellement plus agréable. On se sent bien moralement, mentalement, physiquement, et vous rappelez, les trois dimensions étant liées, l'esprit, l'âme et le corps, tout respire une odeur de propreté et on se sent bien. Alors je vous encourage, si vous n'êtes pas un maniaque de la propreté, je vous encourage à avoir un petit peu plus de propreté, à vous laver les mains, à vous brosser les dents, à vous nettoyer un peu. Cela plaira à votre Créateur car il aime que vous soyez comme lui. C'est pour ça qu'il vous a créé à son image, parce que lui, il a une image parfaite. Et il aimerait que vous soyez parfait. Alors je vous encourage à cela. Nettoyez-vous, lavez vos maisons. N'acceptez pas les choses sales, les brouillons et la poubelle. Vous avez une poubelle qui est là depuis trop longtemps. Jetez-la, mettez-la dehors, etc., etc. Prenez des bonnes petites habitudes tous les jours de vie et vous allez voir comment vous allez respirer mieux. Vous allez voir comment votre corps va vous dire merci. Comment vous allez vous sentir mieux, comment vous allez plaire à votre Créateur qui vous aime. Rappelez-vous, votre Créateur vous aime. Il aime que vous soyez en santé. Il aime que vous ayez du bien-être. Il aime que vous respiriez bon. Il n'aime pas que vous sentiez mauvais. Et donc, il vous aime parce qu'il aime que vous soyez bien. Alors, je vous encourage à ça. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Continuez de nous suivre et nous allons continuer. Alors, peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui, ce sera peut-être le dernier volet sur la santé, mais continuez à suivre Maggie et Cindy parce que nous aurons sans doute d'autres choses à vous dire. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Au revoir.